Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour édition spéciale. Ce soir, nous allons tenter de dresser le bilan des sanctions économiques décidées contre la Russie par les pays occidentaux. 3 mois après, comment se porte l'économie russe entre une monnaie qui se maintient tant bien que mal, des exportations énergétiques stables et des entreprises étrangères qui ont perdu beaucoup d'argent après avoir quitté la Russie sous contraintes politiques. Quand la géopolitique s'invite sur l'échiquier économique russo-occidental, les résultats ne sont pas toujours ceux escomptés. On va en parler ce soir avec notre invité, Monsieur Manuel Pouchelet. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes conférencier et géopoliticien, c'est bien ça? C'est tout à fait ça, oui, j'enseigne dans des écoles de commerce sur Paris et la région Île-de-France. Excellent, et vous êtes également diplômé de Yale, si mes recherches sont bonnes. Super. Tout à fait. Donc, nous le disions à l'instant, dans le sillage des sanctions économiques prises contre la Russie, le système financier russe a été sévèrement secoué en cause un possible embargo énergétique, la suspension ou l'exclusion des banques russes du système SWIFT et une possible redéfinition de la carte de la finance entre la Russie et ses partenaires. Alors, ma première question, Monsieur Pouchelet, comment se fait-il que la monnaie russe ne se soit pas effondrée? Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs leviers par rapport à cela. Actuellement, on remarque une chose en ce qui concerne les sanctions contre les régimes autoritaires. On a un exemple avec l'Iran et l'embargo américain qui justement qui s'avère en fait être un échec. Et un diplomate iranien avait dit mais comment voulez-vous contrôler un pays avec autant de frontières? Et force est de constater qu'au niveau de la Russie, on assiste à peu près au même scénario, à peu de choses près. Oui. Monsieur Poutine a, il faut le savoir, quelques années avant, pendant la pandémie, accumulé un stock d'or assez conséquent et donc, si vous voulez, il a tenté de maintenir cette espèce de taux de conversion du rouble de manière assez intéressante pour la Russie. Ça, c'est quelque chose d'important à bien prendre en compte dans les analyses à proposer aux auditeurs ce soir. La Russie bénéficie d'un important stock d'or, donc est capable de rembourser. Ensuite, la Russie, on parle de système SWIFT, mais je vous ferai remarquer également que certaines grandes entreprises se font également payer en roubles, on l'a entendu, de la bouche même de M. Poutine, qui est le chef de l'État, mais aussi c'est important que certains canaux, on va dire entre guillemets confidentiels, restent aussi payés en dollars. Et ça, on oublie de le dire, parce que la Russie a des capitaux, pas seulement en Europe, mais dans des fois des paradis fiscaux où ce système peut fonctionner également. Oui. Et je le rappelle que le 7 mars, le rouble a atteint un niveau historique de 140 contre 1 dollar. À titre d'exemple, juste pour apporter des éléments, histoire de mieux comprendre le contexte. À titre d'exemple, donc, le rouble valait 30 roubles pour 1 dollar quand Vladimir Poutine est devenu président et 60 roubles pour 1 dollar avant la pandémie de la Covid-19. Et depuis quelques semaines, donc, le rouble arrive à reprendre du poil de la bête face au dollar. Monsieur Pouchelet, quel a été le secret de cette résilience sur le plan géopolitique? Alors, sur le plan géopolitique, il faut savoir que la Russie, on tente à l'oublier. Alors, on est focus sur les frontières européennes et la partie européenne de la Russie, parce qu'il faut savoir que la capitale Moscou est en Europe, géographiquement parlant et géopolitiquement parlant. Oui. Mais on oublie également que la Russie est vraiment un État-nation, et dans le sens, c'est un État-continent surtout. Il ne faut pas oublier qu'au niveau superficie, c'est le premier pays au monde, mais également qu'il y a une activité asiatique que l'on ignore et dont les médias parlent peu. Et c'est vrai que c'est sûrement cette partie asiatique qui permet à la Russie d'avoir des entrées de devises, et ça, c'est très important sur le plan géopolitique, en tout cas. Et pour tenter de soutenir le rouble face aux sanctions, la Banque centrale russe a relevé donc le taux d'intérêt directeur de 9,5% à 20%, ce qui est énorme. C'est ce que font toutes les banques centrales, Monsieur Pouchelet. Tout à fait, oui. Alors, il faut savoir également qu'on a un pays qui est très proche de la Russie, qui subit à peu de choses près un scénario identique, qui est la Turquie, la Turquie de M. Erdogan, qui est aussi placée sous loi César, comme l'est la Syrie, comme l'est le Liban. Oui. Sauf qu'à la différence de la Syrie et du Liban, ces deux pays sont des puissances économiques aussi, puisqu'elles fournissent encore en ressources naturelles. Oui. Bien entendu, les pays occidentaux, ça on n'ose pas trop en parler, mais sans parler de face cachée, c'est tout à fait une réalité. Et ça, c'est important de le souligner.
Et pourquoi la Russie a-t-elle insisté auprès de ces entreprises pour que celles-ci fassent un maximum d'opérations libyennes en monnaie étrangère, hors dollar justement? Ben justement, alors la question se pose, je pense, cette fois-ci, peut-être avons-nous atteint la sacro-sainte mainmise du dollar sur les échanges? Mhm. Est-ce que cette valeur étalon, on va dire, va rester? Est-ce que le dollar va rester la référence? On commence à se poser des questions parce que, bien entendu, derrière cette situation qui devient très délicate pour nos économies, parce qu'aujourd'hui, les pays sont interdépendants au niveau économique, hein, il ne faut Oui. pas croire que les pays s'isolent, mais on a peut-être derrière aussi un pays qui se manifeste sans vraiment se manifester, qu'est la Chine. Il faut savoir que le président Xi Jinping vise aussi de son côté une sortie du dollar dans les échanges et on parle de monnaie éventuellement alternative et c'est très important. Aux dernières nouvelles, pas plus tard que ce matin, j'ai pu lire sur des réseaux sociaux que Israël commençait à s'intéresser à l'achat du yuan. Voilà. Mhm. Ok, donc en janvier dernier, hein, juste avant le début de la guerre en Ukraine, les États-Unis devenaient le premier exportateur mondial de gaz liquide naturel. Les États-Unis, pourtant importateurs, hein, il y a quelques années, il faut souligner, sont passés devant le Qatar et l'Australie grâce à leur gaz de schiste. L'opération militaire russe donc et les sanctions contre Moscou n'ont fait que conforter cette domination énergétique américaine. Monsieur Pouchelet, quel est l'objectif recherché par les Américains? Que veulent-ils réellement? Qu'est-ce qu'on peut lire entre les lignes? Alors les Américains, de toute façon, on va dire, cette situation qu'est la crise ukrainienne, on pourrait dire à qui profite le crime, si je puis me permettre. Maintenant, les Américains, ce que recherchent les Américains, ça a toujours été depuis, on va dire, la Seconde Guerre mondiale, de tenter de diviser l'Europe. Et le seul chef d'État à l'époque visionnaire qui avait vu cette division, c'était le général de Gaulle. D'ailleurs, il s'en était emporté en mentionnant le retrait de la France de l'OTAN à cette époque-là. Oui. Et aujourd'hui, les Américains profitent de cette division européenne parce qu'il faut savoir que les Américains, par derrière, au niveau économique, sont les grands bénéficiaires de cette crise. Pourquoi? La crise énergétique est importante parce que vous parlez du Qatar, vous parlez des pays du Golfe de manière générale. Oui. Les Européens ont un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, pour s'approvisionner, ils dépendent bien sûr de la Russie, mais il ne faut pas oublier une chose, et de l'Ukraine, que ce sont les seuls pays au niveau emplacement géographique proche de l'Europe, mais aussi, et ça j'insiste bien sur ce fait, ce sont les seuls pays qui sont capables au niveau sécuritaire d'assurer ces approvisionnements. Alors qu'au niveau des pays du Golfe, vous êtes obligé d'avoir souvent des partenariats militaires et stratégiques pour pouvoir acheminer cette ressource avec une présence militaire dans des points chauds tels que le golfe d'Aden et le canal de Suez. Complètement. Et dans l'espoir de pousser l'Europe à prendre une décision qui lui serait peut-être dommageable, le président américain Joe Biden envisagerait de livrer plus de gaz à l'Europe. Et dans le même temps, la Russie insiste sur le paiement en roubles de ses exportations de gaz. Comment est-ce qu'on peut décoder ce dialogue de sourds? Dialogue de sourds, il y a M. Biden, beaucoup d'Européens ont porté espoir dans la nomination de M. Biden par rapport à l'administration précédente qui était l'administration Trump. Si on regarde l'histoire des États-Unis en termes de présidence, que ce soit des républicains ou des démocrates, les Américains ont toujours exigé des Européens à ce qu'ils se mobilisent pour assurer eux-mêmes une certaine autonomie. Et là, cette fois-ci, nous voilà confrontés, si je puis me permettre, à nos contradictions. Oui. Les Américains, en fait, si vous voulez, par rapport à la Russie, l'objectif est bien sûr de prouver et de démontrer leur soutien aux puissances européennes, mais en même temps, la Russie également se trouve, elle, confrontée à ce fameux paiement en roubles que M. Poutine, alors je précise, c'est bien M. Poutine qui insiste, hein, sauf que discrètement, la société Gazprom, qui est un des principaux fournisseurs, demande à toujours se faire payer en dollars, hein, et c'est important. Alors je vais dire pourquoi les dollars. Parce que vous avez également des sociétés européennes qui investissent en Russie. Et en France, on a des sociétés, des grands groupes pétroliers connus qui sont très impliqués dans la vie économique russe et qui gèrent à leur manière aussi cette exploitation du gaz et éventuellement du pétrole. Et c'est très important de le dire à nos téléspectateurs ce soir. Donc une décision des États-Unis, une décision de Biden américano-centrée, si j'ose dire. C'est bien ça. C'est ça, et même M. Biden, ces derniers temps, a quand même reconnu que les sanctions envers la Russie avaient certaines limites et malheureusement, enfin, pour l'économie européenne, pouvaient avoir, on va dire, des conséquences importantes. D'ailleurs, au niveau français,
On a pu voir avec ce déclenchement de la guerre en Ukraine des grandes marques françaises qui se sont vues pointer du doigt, je ne vais pas dire boycotter, mais c'est très important. On a également, ce n'est pas une nouveauté, il faut savoir qu'en 2016, lors des présidences, de la présidence française précédente, il y avait déjà, avec même l'Allemagne, de concert avec Mme Merkel à l'époque, des mesures de sanctions contre la Russie, et dont on s'est aperçu que finalement c'était souvent préjudiciable pour des économies. Par exemple, le secteur agroalimentaire français est touché de plein fouet par déjà un embargo tenace contre la Russie et malheureusement n'arrive pas à remplir certains objectifs économiques qui lui étaient assignés en tout cas. Est-ce qu'on peut réellement imaginer une Europe qui rompt totalement les ponts avec l'énergie russe? Et quelles conséquences est-ce que ça aura sur le plan multilatéral? Alors sur le plan multilatéral, l'Europe qui rompt avec la Russie, moi j'ai du mal à y croire parce qu'il faut savoir une chose, au niveau européen, il y a 27 pays et dans ces 27 pays, il y a quand même un pays qui est très impliqué avec la Russie, qui en est même complètement dépendant, c'est ce qu'on appelle l'Allemagne. L'Allemagne a voulu sortir du nucléaire et lors déjà d'un précédent en 2016, si ma mémoire est bonne, il y a déjà eu une crise avec une rupture de gaz avec l'Ukraine. Et figurez-vous que pour comment dirais-je, assurer la consommation de gaz de l'Allemagne, il a fallu utiliser de stratagèmes et d'accords géopolitiques forts entre les pays. Il faut savoir qu'une bonne partie, figurez-vous, du gaz algérien est arrivé jusqu'en Allemagne avec des accords entre l'Italie, la France et l'Allemagne, puisqu'il y a une infrastructure lourde en France, qui est un gazoduc Lavera-Karlsruhe en Allemagne, qui a pu approvisionner. Il faut savoir aussi que l'Allemagne a pu bénéficier de la technologie nucléaire française pour son approvisionnement en électricité. Donc, si vous voulez, il y a quand même des alternatives qui existent. Malheureusement, elles sont encore faibles. Lors du début de la crise en Ukraine, les Européens se sont concertés, ont essayé de faire un petit peu un état des lieux de leurs alliances, mais figurez-vous, l'Europe a beaucoup de mal, à parler d'une même voix, et c'est ce qui profite aux Américains et aussi aux autres puissances. Récemment, on a pu le voir, les Allemands ont décidé d'un commun accord avec le Qatar de s'approvisionner en gaz directement dans ce pays. Maintenant, je repose la question. Pour l'Allemagne, cela veut dire, on va se poser la question, est-ce que ça vaut le coup économiquement parlant, puisqu'il y a l'acheminement. Est-ce que les Allemands vont s'engager militairement à assurer la protection de cet acheminement vers l'Europe, puisque pour acheminer du gaz du Qatar, il y a quand même des alternatives faibles qui existent, et il y a toujours ce fameux piège du détroit d'Ormuz qui peut être bloqué à tout moment par l'Iran. Et en même temps, est-ce que les Allemands vont accepter aussi de payer la note à ce niveau-là? Maintenant, on s'aperçoit d'une chose, le fait d'avoir orienté certaines orientations énergétiques et de consommation d'énergie, est-ce que ça risque pas de reconsidérer certaines orientations qui ont été prises au nom de certains débats politiques sur l'énergie? Oui. On entend même, si vous voulez, c'est très important de le signaler pour nos téléspectateurs ce soir, est-ce que justement, il y a même certains pays qui sont en train de reconsidérer l'arrêt du nucléaire, alors qu'en fait... justement, oui. Oui. La situation qui a contraint certains pays donc à accentuer leur importation de charbon, vous venez de le dire à l'instant, donc, et de relancer des projets en matière de nucléaire. Je fais référence notamment à la France et à la décision d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ces pays parlaient de sortie du nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation actuelle? Alors, la situation, il faut savoir que l'avantage du nucléaire, c'est une technologie qui est parfaitement maîtrisée, où la France a un savoir-faire reconnu sur le plan mondial. C'est un programme qui a été long à établir, qui s'est fait pendant les 30 Glorieuses, la période des 30 Glorieuses en France. On en voit le résultat. Maintenant, un premier signe d'alerte, d'ailleurs au niveau des économistes, au niveau des experts, on s'est aperçu dès cette année, même dès cet hiver, que le parc français arrive à un moment d'échéance et de renouvellement. Et ça, c'est très important de le signaler. Forcément, il y a ce qu'on appelle une campagne de rétrofit où l'opérateur français EDF et son transporteur d'énergie RTE ont prévenu les clients en disant « Attention, là, on rentre dans une période où les factures vont augmenter. Pourquoi? Parce qu'il faut rétrofiter les installations. » Maintenant, il y a quand même un piège. Je pense que les Européens, de manière générale, ou les Occidentaux, de manière encore plus large, n'ont apparemment pas retenu la leçon de ce qu'est l'OPEP.
L'OPEP, dans les années 70, 73, il y avait quand même eu des chocs pétroliers où là, on était vraiment dépendant du pétrole. Alors que cette fois-ci, on a un turnover important en termes de technologie. En France, en Europe, on commence à parler de voitures électriques. Oui. Et cette transition énergétique est un vrai débat en France. On parle d'énergie renouvelable, on parle de solaire, on parle d'éolien, même si déjà l'éolien a montré de graves limites en Allemagne. On est déjà en train en Allemagne de déconstruire des présences des éoliennes, oui. Avec malheureusement un gros problème de recyclage, voire quasiment impossible, il faut le savoir. Alors qu'en France, M. Macron a bien parlé de lancer... Alors, en termes de nucléaire, M. Macron a des projets quand même très importants parce que la France... Oui, qui a annoncé la construction de nouveaux réacteurs, carrément. Tout à fait. Alors maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on maîtrise vraiment cette technologie? Est-ce que l'échéancier, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la technologie nucléaire est très coûteuse. Maintenant, les Français y ont beaucoup d'espoir et aussi des résultats probants. Autre point important, c'est que dans la maîtrise de cette technologie, alors sans bien sûr aller jusque là-bas pour s'approvisionner en électricité, mais on a quand même la Chine qui a des solutions techniques et technologiques qui sont en avance et qui aujourd'hui font concurrence aux solutions européennes. Je pense que les Européens doivent prendre conscience que les ressources naturelles, leur approvisionnement et la consommation deviennent un enjeu, on va dire, et des leviers d'affirmation de puissance. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. On peut être indépendant. Maintenant, la transition énergétique, écologique, en Europe, tous les pays n'ont pas les mêmes besoins. Il faut savoir que derrière le projet Nord Stream 2, donc entre l'Allemagne et la Russie principalement, étaient également concernés les pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, qui étaient en train de commencer à s'orienter vers une reconversion de leur production d'électricité avec justement le gaz. Maintenant, tout est balayé d'un trait. Est-ce que cette crise va justement nous démontrer, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une erreur ? Ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'aujourd'hui, en 2022 ou même un peu avant, toute erreur d'appréciation, on va dire, stratégique, économique, sont immédiatement sanctionnées et ce sont des sanctions qui, financièrement, sont très lourdes sur les économies des pays, en tout cas. Vu qu'on parle de nucléaire, j'aimerais bien qu'on aborde un petit point ensemble. J'aimerais qu'on parle rapidement de cet accord nucléaire avec l'Iran. Au vu de la situation globale actuelle, est-ce que cette situation justement aura un impact réel et rapide sur le dossier de l'accord nucléaire? Est-ce que on verrait l'Iran revenir sur la scène internationale, sachant que l'Iran est la deuxième plus gros fournisseur en matière de nucléaire? Alors, en matière de nucléaire, le dossier iranien est un dossier de gaz. Alors, il faut savoir qu'ils ont des gisements partagés avec le Qatar, justement. Alors, la question est la suivante. Il faut savoir que les Iraniens ont des projets. Alors, ce qui est intéressant sur le plan géopolitique, notamment au Moyen-Orient, les Iraniens ont, vous savez, ils sont sous embargo. Ils ont un projet de gazoduc et de léoduc orienté avec le traversement de la Syrie. Et ça, c'est important. Comme ça leur permettrait un accès à la Méditerranée pour aller justement en Europe. La Turquie a le même projet. Alors maintenant, le dossier nucléaire iranien, il est très complexe parce que plusieurs choses sont en jeu. Et le nouveau président iranien a une nouvelle équipe où le ton est beaucoup plus ferme. En ce qui concerne l'Iran, il faut savoir que ce dossier ne progresse qu'en fonction de la situation internationale et c'est très important, notamment les rapports avec Israël et également les monarchies, les pétromonarchies du Golfe. Et bien sûr, n'oublions pas Washington qui, depuis le départ de l'administration de M. Trump, a également une politique légèrement changeante. On a vu une forme d'ouverture de Washington où l'on a annoncé, mais cette information reste à confirmer, que Washington accepterait de retirer de la liste des organisations terroristes le fameux corps des gardes de la révolution islamique. Maintenant, tout reste à prouver. Le dossier iranien est très compliqué, il est complexe. De nombreuses issues sont en cause parce que les Européens préfèrent rester discrets sur cet aspect aussi du dossier. Pourquoi ? Parce que les Européens sont impliqués dans ce dossier. Alors, il faut savoir que la Suisse a un rôle de go-between, donc d'entremetteur important, très discret, dont on ne sait pas grand-chose. On a également, vous remarquerez que les négociations sur ce dossier se déroulent à Vienne, donc c'est important aussi. Et sur un autre point, les Américains investissent en Iran, mais ça, bien sûr, ils veulent rester discrets sur cet aspect des choses. Et il y a un dossier qui, malheureusement, est très sensible
en Iran et dans leur retour aux négociations, qu'il y a également le fameux projet du Kurdistan. Il faut savoir que dans la lutte contre l'État islamique, les Kurdes ont résisté, ont participé à la libération de leur territoire, avec bien sûr des forces de la coalition. Et au Kurdistan, il y a d'énormes ressources qui pourraient être des alternatives pour contrecarrer des plans turcs ou iraniens. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Malheureusement, l'Iran est quand même maître de la situation. Elle a déployé énormément d'influence pendant cette pandémie, où on va dire l'Arabie saoudite a même été menacée. Pourquoi ? Parce que l'Iran, n'oublions pas, est impliqué dans le conflit yéménite, et les Houthis, qui sont des rebelles qui attaquent régulièrement l'Arabie saoudite, ont réussi à mettre à genoux l'économie saoudienne, avec des attaques de raffineries, comme il y a pu y avoir en juin 2020, avec des blocages. Donc, si vous voulez, l'économie du pétrole, l'économie mondiale est bloquée, et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'OPEP, il y a quand même des discordes, et c'est invité dans ce débat, et là ça va nous permettre de nous reconcentrer sur la situation actuelle, Monsieur Poutine, puisqu'il y a eu un bras de fer entre Mohamed Ben Salman, le prince héritier en Arabie Saoudite, et Monsieur Poutine sur les prix du pétrole, où justement Monsieur Mohamed Ben Salman s'est senti les mains libres, et Monsieur Poutine lui a fixé certaines limites. Donc si vous voulez, il a fallu faire un pas en arrière. Que ce soit l'Iran, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit la Russie, ils sont tous très tributaires, on va dire, des ressources naturelles comme le pétrole, même si l'économie européenne, déjà depuis une bonne vingtaine d'années, consomme 20% de moins au niveau de la de sa demande à l'OPEP, ce qui n'est pas non négligeable au niveau de l'économie. Et en même temps, les Saoudiens, pour y répondre, les Saoudiens en tête, je tiens à le préciser, ont décidé de réduire la production en baril. Et après, que finance-t-on derrière tout ça avec cette consommation ? Beaucoup de questions se posent. On va revenir donc à l'histoire russe, avec des déclarations. Dans un court communiqué, le président russe Vladimir Poutine qui a salué la réélection d'Emmanuel Macron à la tête de la France. Quel est le message envoyé par Poutine à celui qui aura été son principal interlocuteur au niveau européen ? Alors, le message de félicitations de la réélection du président Macron en France, il y a également le roi d'Arabie Saoudite, M. Biden, M. Poutine. Et alors, en ce qui concerne la réélection, et pour une fois, c'est quand même un message fort du dirigeant russe d'exprimer cette réélection. Pourquoi ? M. Macron est le seul dirigeant européen à avoir maintenu le contact, comme on dit. Et une personne s'en est félicitée, et c'est très important puisque cette personne a fait une déclaration ce matin qui a pu choquer. C'est M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Il a dit « Heureusement que la France… a maintenu le contact et diplomate, si vous voulez. » Je pense que l'erreur des dirigeants européens ou même américains est de tourner le dos à M. Poutine et de vouloir le sanctionner. Et vous savez, quand on sanctionne un pays et qu'on exige des négociations, surtout dans cette culture slave qui est très particulière, c'est quasiment impossible d'obtenir ce que l'on veut. Il faut vraiment, la seule limite on va dire, à l'issue de cette crise, c'est M. Poutine lui-même qui en fixe les décisions et les limites. Maintenant, les différents leviers, puisque c'est l'intérêt de notre échange ce soir, les leviers économiques des sanctions ont montré de grosses limites, et il s'avère que la Russie, pour l'instant, a encore les atouts. Maintenant, pour combien de temps, la question reste posée. Et justement, est-ce que la réélection d'Emmanuel Macron pourrait débloquer un ou deux dossiers de fourniture d'énergie pour l'Europe qui ne vient pas de Russie ? Je fais référence peut-être au dossier qatari. Alors, le dossier qatari, en fait, est un dossier qui est très particulier en termes de ressources sur le plan géopolitique. C'est un dossier particulier. Le Qatar a d'énormes réserves de gaz, mais si vous voulez, c'est un pays qui est exposé sur le plan sécuritaire, ce qui nécessite le déploiement et l'envoi de forces en présence de manière continue. Il y a même des accords de défense avec le Qatar et les Émirats arabes unis. Donc, autant vous dire que je ne vais pas dire que c'est pétrole contre nourriture, mais on y est presque, en fait. Maintenant, ce qu'il faut retenir dans cet aspect des choses, c'est que les pétromonarchies du Golfe, si elles tentent l'aventure avec les Européens, vont rentrer en concurrence avec la Russie, mais également avec un autre pays qui a un rôle clé. On oublie l'extension possible du gaz qui vient du Caucase. Et ça, avec la Turquie, c'est quelque chose à prendre en compte. Il y a quand même des projets de gazoducs également dans cette partie de l'Europe importants. Autre point particulier, on l'a vu également,
on est en train d'assister à des renforcements des relations diplomatiques et stratégiques avec les pays du Maghreb et le sud de l'Europe. L'Espagne, là, on est en train, a été annoncé là, en fin de semaine dernière la possible réouverture d'un gazoduc entre la France, au Pays Basque et l'Espagne, un projet qui était à l'arrêt. Donc vous voyez, finalement, c'est à se demander si cette crise ukrainienne n'est pas en train, de manière concrète, de relancer des dossiers qui étaient éteints. Monsieur Macron avait déclaré la mort cérébrale de l'OTAN, et on s'aperçoit que cette crise est en train de le relancer. On parlait d'orientation énergétique et de ressources. On s'aperçoit que finalement, cette crise relance, on cherche cette indépendance que l'on n'a plus. Et là, on est en train de trouver des solutions. Donc, quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien, mais attention, chaque principe a ses limites et c'est très important de le souligner ce soir. On va à présent évoquer la situation des entreprises étrangères en Russie. Beaucoup ont choisi de partir, certaines par contrainte, à l'image de Total. Mais force est de constater que leur départ n'a pas été heureux compte tenu des pertes financières consenties. Par exemple, le groupe Henken, qui évalue son manque à gagner à 400 millions d'euros environ. Et la facture est encore plus élevée pour la banque française de la Société Générale, qui a annoncé dans un communiqué que la cession de Rosbank et de ses activités d'assurance en Russie lui coûterait 3 milliards d'euros. Est-ce qu'il y a un risque économique à encourir pour les firmes étrangères ayant quitté la Russie et comment est-ce qu'elles pourraient y remédier ? Alors justement, la situation économique en Russie était pourtant très bonne jusqu'à présent et les départs répondent à plusieurs choses. Alors, il y a une menace officielle russe qui dit écoutez, on vous demande de quitter le pays. Mais à cause d'une politique étrangère là qui s'invite cette fois-ci dans les relations d'affaires, chose qui existait peu avant cette crise ukrainienne. Maintenant, c'est très difficile. L'économie russe, était quand même. La Russie est quand même un pays conséquent. C'est un État-continent, il ne faut pas l'oublier. Donc, finalement, c'est un petit peu une situation très délicate pour ces sociétés françaises ou même ces sociétés étrangères, parce que la Russie, ne l'oublions pas, est aussi et ça, peu de personnes le savent, à part peut-être des banquiers, des financiers, des investisseurs, je ne vais pas dire des traders, mais si. La Russie est aussi un investisseur dans nos économies et dans nos sociétés. Et c'est très important de le dire. Et ça fait un manque à gagner conséquent. C'est-à-dire qu'au niveau stratégique, ces sociétés ne vont peut-être pas pouvoir dans l'immédiat rebondir et se lancer dans des nouveaux projets. Et ce risque, malheureusement, a du chômage et à être bloqué sur certaines avancées de dossiers. Parce que la Russie pouvait financer, on va dire, l'investissement en Russie pouvait financer ces nouveaux projets. Maintenant, il va falloir trouver de nouvelles alliances, mais ce qu'il faut surtout insister ce soir, c'est que le politique, l'économie, la géopolitique s'invitent dans le débat avec une forte empreinte, chose qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. Et le gouvernement russe qui a déjà pris des mesures pour éviter les fuites de capitaux et notamment un projet de loi approuvé début mars par une commission parlementaire qui vise à nommer des administrateurs externes à la tête des entreprises occidentales tentées de quitter la Russie avec le risque pour ces dernières à terme qu'elles soient nationalisées. Monsieur Pouchelet, est-ce qu'on peut dire que le secteur privé a été le bouc émissaire des gouvernements occidentaux ? Est-ce un palliatif aux décisions difficiles qu'ils n'ont pas pu prendre ? Ou est-ce qu'on doit considérer ça comme un devoir de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine ? Quelle est votre analyse de la situation ? Je pense que la crise ukrainienne est un sujet très délicat où on va dire qu'on lui prête bon dos, si je me permets cette expression. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus céder à certains discours qui est quand même le risque de dépendance assez conséquent. Il y a quand même un point sur lequel je souhaiterais revenir avec vous sur ces dernières minutes d'entretien. Le grand danger que court la Russie, c'est également économiquement d'être très dépendante de la Chine. Est-ce que ce n'est pas un piège qui est en train de tendre M. Xi Jinping à M. Poutine sans vouloir le lui dire ? Parce que figurez-vous qu'il y a quand même un enjeu très important concernant la Chine, c'est ces fameuses routes de la soie. Les itinéraires maritimes vont être quasiment arrêtés puisque le prix du carburant est impossible pour les compagnies de transport. Et aujourd'hui, on se réoriente vers le ferroviaire. Et figurez-vous que le ferroviaire passe par la Russie, les États d'Asie centrale, mais surtout le point de chute et d'arrivée en Europe, c'est Duisbourg en Allemagne, mais les rails, ils passent bien par l'Ukraine. Et il faut vraiment impérativement que cette guerre et ce conflit cessent, sans quoi M. Xi Jinping risque de s'impatienter
Et quand la Chine s'impatiente, ça peut avoir des conséquences économiques, on va dire, incalculables pour l'instant. Mais même M. Poutine s'expose à ce niveau-là. Et ça, c'est très important de le signaler à nos téléspectateurs ce soir. Merci Monsieur Pouchelet. Alors un dernier point avant de se quitter. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que l'économie de son pays était en train de se stabiliser après avoir été frappé par des salves de sanctions économiques occidentales à la suite justement du déclenchement de l'opération militaire. L'inflation a ralenti, la croissance hebdomadaire des prix s'est rapprochée de la normale et sur un certain nombre de produits, les prix ont déjà commencé à baisser. Ce sont là les mots de Vladimir Poutine durant une réunion du gouvernement consacré aux questions économiques. Est-ce qu'on peut, en conclusion, penser que l'épisode des sanctions économiques occidentales a tout simplement échoué? On peut le dire, et le premier à s'en être inquiété, c'est M. Biden lui-même finalement. Et c'est important de le dire ce soir, c'est que l'Occident reconnaît elle-même être peut-être victime de son propre jeu et de ses contradictions. Et M. Poutine, pour l'instant, a cet avantage. Maintenant, la question demeure ouverte. Combien de temps va-t-il garder cet avantage? Nous ne sommes qu'à peu près 2 mois passés de conflit. Le tout est de savoir si ça va s'inscrire sur la durée. Et là, j'ai quand même quelques doutes, puisque certains autres indicateurs sont au rouge. Mais attention, on est là dans la déclaration d'un chef d'État, on est en situation de crise. Donc il y a quand même un discours qui est musclé et maîtrisé surtout en termes de communication. Et ça, il faut faire très attention et être très prudent. On attend maintenant les variables d'ajustement de l'économie et de la santé des bourses, et c'est à ce niveau-là que cela va se jouer. Et on aura bien entendu les premiers échos d'ici très peu de temps, je pense. Et justement, Monsieur Pouchelet, un dernier mot. Comment est-ce que vous voyez la suite des événements sur le plan économique, bien sûr? Sur le plan économique, je pense qu'il y a l'ancien directeur, le PDG de Total, M. De Margerie, avait dit, vous savez, en 2016 et même avant, le pétrole en Europe à 1,50 € ou à peine, ou 975 centimes d'euros, c'est terminé. Je pense qu'il avait raison, c'est un homme visionnaire. Maintenant, au niveau français, on va avoir des difficultés. Le président français a fait sa campagne autour du pouvoir d'achat. Cela va se confirmer. Combien de temps les Français vont-ils bénéficier de l'aide du gouvernement au niveau des carburants et de la consommation, puisqu'on a des professions qui sont exposées, les professions libérales, les chantiers, tout ça, donc ça va ralentir. Maintenant, l'issue la plus rapide que l'on espère tous, c'est que la Turquie et les négociations avec l'ONU puissent aboutir, que l'on puisse redonner aux Ukrainiens la liberté de mouvement et que l'on trouve enfin la paix. Et je pense que, comme le disait Napoléon III, le plus intelligent est celui qui arrête en premier. Maintenant, une chose est sûre, on a du mal à voir une issue à ce conflit. M. Poutine est déterminé, oui. Et je pense que dans son affrontement des contradictions avec les Occidentaux, pour l'instant, il a le leadership. Maintenant, à voir combien de temps ça va durer. Malheureusement, c'est très difficile de se prononcer ce soir, en tout cas. Merci Monsieur Manuel Pouchet de m'avoir accompagné durant toute cette émission. Je le rappelle, vous êtes conférencier et géopoliticien. Merci à vous, Madame, pour votre invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent et merci à nos chers téléspectateurs pour votre attention. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Retrouvez le journal télévisé dans quelques minutes à 18h, présenté par Riyad Lahri. Quant à moi, je vous retrouverai samedi prochain pour un nouvel épisode de édition spéciale. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News et Sahaf Turkom.